Bonjour à tous. Est-ce que mon fan club est dans la salle ou pas? Ils sont en face de moi. Alors, je m'appelle Vincent Gufflet, effectivement, je suis directeur des services dans une entreprise dont on a parlé un petit peu ces derniers temps. Notre métier, c'est de vendre des lave-linges, de vendre des réfrigérateurs, de vendre des smartphones aussi. Peut-être demain des billets de spectacle et des livres aussi, on verra. Le mien et celui de mes équipes, c'est de livrer ces produits à nos clients, c'est de les aider quand ils ont des questions, c'est de les assister quand leurs produits tombent en panne, ce qu'on appelle chez nous les services. Alors, j'aurais pu venir vous parler de notre contrat de confiance. Je rappelle pour ceux qui l'ont un petit peu oublié, que notre contrat de confiance, c'est notre stratégie depuis maintenant 43 ans. Notre stratégie, pour faire simple, c'est de vendre des produits avec le prix le plus bas et le service compris à l'intérieur. Et le service, c'est le SAV, c'est l'assistance, c'est la livraison, etc. J'aurais pu venir vous parler de notre SAV, justement, de à quel point on est génial, etc. Notre camionnette, qu'on voit partout. J'aurais pu tout ça, mais non. Je préfère vous parler d'autre chose. Je préfère vous parler d'un sujet dont on parle assez peu, finalement, d'un sujet un peu tabou. Et je voudrais vous raconter une histoire. Il se trouve qu'on reçoit entre 7 et 8 millions d'appels tous les ans. Ces appels, on les enregistre tous. Alors, j'ai calculé, ça fait 240 années d'enregistrement tous les ans à écouter, donc autant vous dire que pour les écouter, on s'y met à plusieurs. Et ces appels enregistrés, ça constitue ce qu'on pourrait appeler la boîte noire de la relation client. Alors, pourquoi la boîte noire? Parce que dedans, il y a tout. Et cette boîte noire, eh ben, on l'ouvre de temps en temps, mais pas tant que ça. Et c'est ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je voulais ouvrir cette boîte noire et pour ça, prendre l'exemple d'un appel, un appel qu'on a reçu le 11 janvier, un appel d'un vrai client. Ce client, il a un problème. Alors évidemment, comme parmi vous, on a beaucoup de partenaires, j'espère énormément de clients et puis peut-être aussi quelques concurrents. Donc du coup, on a choisi un appel tranquille, hein, sympa pour nous, on se met bien en valeur. Je vous propose de l'écouter, hein, et puis on en reparle après. On y va? Allez, magnéto. Alors, je me présente, je suis Dagmar, j'accède à votre commande. Donc là, vous avez une livraison pour votre téléviseur qui est prévue aujourd'hui. Oui, à partir de 15h. Le vendeur qui appelle un appel masqué, donc il n'a pas réussi à me joindre. Donc ce monsieur-là, il est appelé chez moi, il est tombé sur la femme de ménage, qui lui a dit que je n'étais évidemment pas là, que je ne serais là qu'à partir de 15h, comme prévu. Donc là, et donc, c'était prévu pour quel moment la livraison? Aujourd'hui, à partir de 15h. J'ai pris une demi-journée de congé, je suis à 160 km de chez moi, je ne pourrais pas être là avant 15h, quoi. D'accord, je vais laisser un message au livreur. Lui me dit qu'il ne peut pas venir, qu'il va venir entre midi et 14h, quoi. Oui, c'est bien noté sur le planning, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben, je vais lui laisser un message pour qu'il vous recontacte. Oui, mais vous savez, je viens de l'avoir au téléphone il y a 5 minutes, là. Alors, dans ce cas-là, vous souhaitez qu'on change le jour de livraison? Ben non, je vous l'aurais conduit comme c'était prévu, aujourd'hui, à partir de 15h. Voilà. Alors cet appel, donc, on l'a reçu le 11 janvier dernier, à 11h10 précisément. Notre client, il s'appelle Laurent, effectivement. Laurent, il a un problème, il a un souci. Il a un souci à tel point qu'un peu plus tard dans l'appel, il va carrément péter un câble, il va devenir fou. Il a un souci avec une question qui est un grain de sable, si vous voulez, hein, une incompréhension entre deux collaborateurs de chez nous qui ont pas transmis le bon message. Un grain de sable, mais pour lui, c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup, et parce que la question est importante, et la question est importante pour lui, et probablement pour beaucoup d'entre nous, la question c'est, en fait, mais bon sang, à quelle heure mon livreur va bien-il pouvoir arriver? Et cette question-là, eh bien, ça le met en colère, très fort. Dans l'appel, il y a, à l'autre bout du fil, il y a un conseiller client, en fait une conseillère, je voulais vous en parler un petit peu. Cette conseillère, elle s'appelle Coralie, ça fait à peu près 3 ans qu'elle travaille chez nous. Coralie, des clients en colère, elle en a vu d'autres, hein, c'est pas le premier, mais pas tant que ça quand même.
et puis rarement des clients comme Laurent. Parce que ce client, Laurent, objectivement, il représente rien. Il représente rien du tout. Il représente une goutte d'eau dans un océan de clients très heureux, merci pour eux. Et c'est justement parce que finalement il représente rien qu'on s'est dit qu'on va pas trop l'écouter, qu'on va l'écouter un peu et pas tant que ça. Et au lieu de ça, je voulais vous raconter son histoire. Je voulais qu'ensemble, on ouvre la boîte noire. Alors, ouvrons cette boîte, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un client, Laurent, qui a acheté quelques jours avant une télévision, pas n'importe laquelle d'ailleurs, une télévision à 2500 €. J'incite tout le monde à aller en acheter une chez Darty, parce que là on a de très belles offres en ce moment. 2500 € c'est pas rien, donc toutes options, 3D, etc. Et voilà, donc cette télé il l'a acheté, et il a demandé au vendeur, surtout, livrez-moi entre midi et 14 h parce que je travaille à 160 km de chez moi. Il a dit d'ailleurs dans l'appel, je prends pas ma journée, donc livrez-moi sur ce créneau. Le vendeur a dû lui dire, ok, pas de problème, on sera là. Et puis, le jour J arrive. Le jour J, son livreur, il s'appelle Karim. Et Karim, il arrive le matin, probablement vers 7 h, comme à chaque fois. Probablement qu'il commence par prendre un café, comme tous les gens qui se lèvent tôt. Et puis, probablement qu'il regarde sa tournée de livraison et qu'il voit ce client Laurent, qui est le 7e de la journée, entre midi et 14 h. Il s'est peut-être dit, il s'est dit que probablement ça va le faire parce que voilà, j'ai 12 clients à livrer, le 7e, ça va le faire. Il a un logiciel d'optimisation de tournée qui fait qu'on calcule tout ça et ça marche très bien. Voilà, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Continuons la boîte noire. Alors, un peu avant 8 h, il commence à charger les produits dans le camion avec son collègue. Et puis ensuite, avant de partir, il fait quelque chose de très important, c'est qu'il appelle le client. Et il appelle les clients pourquoi? Il les appelle pour leur dire tout simplement « N'oubliez pas qu'on vient vous voir, merci d'être là, environ à telle heure. » C'est important parce que, évidemment, on livre un produit à un client. Alors, il appelle tous les clients et puis il appelle aussi Laurent, sauf que Laurent, il l'appelle sur son fixe. Pourquoi, on ne sait pas, mais ce jour-là, il va l'appeler sur son fixe et comme Laurent, il travaille à 150 km de chez lui, il n'est plus là et c'est sa femme de ménage qui répond. Alors, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais probablement quelque chose autour du style que la femme de ménage devait être un peu étonnée parce qu'elle n'a pas compris que son patron revenait entre midi et 2, enfin en tout cas voilà. Et puis la journée, il part avec son camion, la journée commence. C'est dommage qu'il ne l'ait pas eu, Laurent, au téléphone, parce que si Karim il l'avait eu au téléphone, il aurait su que quelques jours avant, il était passé en magasin pour dire finalement, midi 14 h, je peux plus. Pourquoi, on ne sait pas, un rendez-vous important peut-être, voilà. Et il avait dit au magasin, écoutez, déplacez à partir de 15 h. À partir de 15 h, je prendrai mon après-midi, comme ça je serai là. Ce message, il a sûrement donné au magasin, ce qui est sûr, c'est que nous, on ne l'a jamais retrouvé. Et donc, finalement, tout se met en place pour cette espèce de psychodrame, donc voilà, parce que ensuite tout s'enchaîne, 10h45, 10h50, Karim finit enfin pour avoir Laurent sur son GSM. Alors l'appel coupe rapidement, problème de communication, mais Laurent comprend quelque chose du style « j'arrive ». Donc probablement qu'il commence à être un peu paniqué, il appelle 11h10, il appelle le centre d'appel, et là, vous l'avez entendu, c'est la catastrophe. Parce que Laurent, il comprend que son message, on l'a pas eu. Il comprend que faire 1 heure de trajet, 150 km en 1 heure, ça va être compliqué. Et puis il se met un peu en colère, puis beaucoup en colère, et puis il pète un câble, malheureusement. Et ça, pourquoi finalement il pète un câble? En fait, finalement, on le saura un peu plus tard, parce qu'il va finir par nous envoyer un courrier qui nous dira que sa télé, c'est pas simplement une télé qu'il avait achetée chez Darty. Sa femme et ses enfants doivent rentrer le soir, et il voulait leur faire la surprise. Voilà, on est le 11 janvier, probablement que c'était un cadeau de Noël, on ne sait pas. Ce jour-là, il n'avait pas acheté juste une télé chez nous, il avait acheté la perspective d'un moment de joie, tout simplement, un moment de bonheur en famille, dont on se rappelle souvent après. Et ce jour-là, sa télé, il l'a pas eu, il l'a eu 3 jours plus tard. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que, c'est ce qu'on se dit aussi, que ce jour-là, chacun a fait son travail, qu'on n'a pas démérité en tant qu'entreprise, en tant que marque, en tant que distributeur. Mais ce moment de bonheur en famille, ce jour-là, il l'a pas eu.
Et je pense que Laurent, il nous en voudra encore longtemps d'avoir un peu gâché sa fête. Voilà son histoire. Alors pourquoi je vous raconte tout ça, hein, pourquoi je fais de Laurent un espèce de héros involontaire de ce petit psychodrame? Parce que avec l'histoire de Laurent, on en a tiré des choses, on en a tiré beaucoup de choses. On a décidé de changer notre approche de la livraison. Alors, là, je vais peut-être vous décevoir. On n'a pas modifié notre contrat de confiance, on n'a pas changé notre organisation. Pour faire simple, on a décidé d'envoyer plus de mails à nos clients. Voilà. On a décidé d'envoyer plus de mails et de SMS entre le moment de la vente et le moment de la livraison. On a décidé que les livreurs appelleraient le matin les clients systématiquement sur le mobile et avec leur GSM non masqué. Comme ça, les clients, ils peuvent rappeler derrière. On a offert la possibilité à nos clients de modifier facilement les plages de livraison. On a développé la possibilité, on va développer la possibilité pour nos clients sur leur application Darty de voir la camionnette arriver, hein, le camion Darty. Bon, ça c'est pas encore fait, mais ça va venir. D'ailleurs, je crois que j'ai mon chef de projet dans la salle, je sais pas où il est. Donc comme d'entre nous, je voulais lui dire que ce serait bien qu'il accélère un peu, parce que là on est un petit peu en retard. Mais ça va venir. Voilà, donc tout ça, nul doute que si on avait eu tout ça, précisément, eh bien, Laurent, son moment de joie en famille, il l'aurait eu. Et nous, on aurait été un peu plus qu'un simple vendeur de télévision avec un super SAV. Et avouez que Darty, créateur d'émotions, ça résonne quand même un peu. Voilà. Alors, tout ça, on y a pensé, et puis avec l'expérience de Laurent, on a pensé à d'autres choses. On a tiré des leçons de tout ça. On a tiré essentiellement trois leçons. La première, c'est l'écoute. Il faut écouter nos clients, et vous qui êtes du métier des centres d'appel ou de la relation client, vous le savez. Écouter les clients, c'est fondamental, en particulier ceux qui sont en colère. Parce que la colère, c'est une chance. La colère de nos clients, c'est un trésor, tout simplement. Aujourd'hui, les sentiments du client, leur colère, leurs émotions, on les met dans des chiffres. On les quantifie, on les mesure. On fait, chacun, tous les mois, on a un indicateur de plus, NPS, très satisfait, insatisfait, effort client, etc., etc., etc. Mais en faisant ça, les émotions et surtout la colère des clients, on l'atténue. Les aspérités, on les gomme. La vérité des clients, il faut les écouter pour la voir. Voilà. Écouter les clients, c'est fondamental. Il faut le faire. Il faut que nos collaborateurs le fassent. Il faut que nos collègues le fassent. Il faut que nos comités de direction écoutent les clients. C'est une chance inouïe, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Deuxième leçon qu'on a tirée de tout ça, de l'histoire de Laurent, c'est l'émotion. L'émotion, c'est tout simplement qu'on a pensé que peut-être qu'on ne tenait pas assez compte des émotions de nos clients, en particulier les émotions fortes. On pense que chez Darty, on est plutôt très fort, probablement qu'on a un très fort quotient intellectuel, si vous voulez, très fort QI. Peut-être qu'il faut qu'on ait un meilleur QE, un meilleur quotient émotionnel. Voilà. Et ça, c'est important. Tenir compte des émotions des clients, c'est se dire que le client peut avoir factuellement tort, mais émotionnellement raison. Et ça nous paraît maintenant assez fondamental. Tenir compte des émotions des clients, c'est les écouter, se mettre à leur place, c'est construire des solutions avec eux et pas sans eux, hein, c'est casser les barrières du comptoir, les barrières du téléphone, etc., etc. C'est sortir peut-être un petit peu de l'automatisation qu'on a vécue, de la scriptisation chez certains, de tout ce qui a fait que depuis, allez, on va dire 10-15 ans, on a perdu un peu en humanisation. Et ça nous paraît essentiel. Et puis, alors humanisation aussi, parce que à l'autre bout du fil, il y a un conseiller client. Et ça, on a tendance à l'oublier. Vous voyez, là, je lisais avant de venir, il y avait une interview de Xavier Niel, je crois qu'il date de quelques jours, et qui disait que les conseillers clients, c'était les ouvriers du 21e siècle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça. Alors c'est vrai que dans sa bouche, c'était pas forcément très, très valorisant, mais il y a quand même un tout petit peu de vrai là-dedans. Et le vrai, c'est que le métier de conseiller client, eh ben, c'est un métier qui est dur. Il faut supporter les émotions de nos clients.
Ce qu'on fait, c'est qu'on demande à nos jeunes de 20 ans, pour qui c'est souvent le premier job, hein, nos jeunes plus ou moins diplômés, de prendre en charge cette colère. D'accord ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur apprend? En quoi on les forme? On les forme, et vous le savez, hein, pour gérer la colère de nos clients, à ce qu'on appelle la gestion des litiges, la gestion des conflits. D'accord ? La gestion des conflits, c'est fantastique. Hein. La gestion des conflits, c'est expliquer à des gens, lorsqu'on fait mal notre travail, à des gens qui n'en sont pas responsables, que ce qu'ils doivent faire, c'est fermer leur bouche et attendre. Parce qu'en gros, c'est ça. Et là, moi, je vous pose la question. Est-ce que, quand on voit que on demande à nos jeunes générations de passer 8 heures par jour à prendre 80, 100, 120 appels, à supporter cette émotion-là, cette colère, et Dieu sait que le français n'est pas forcément commode, parfois mal poli, etc. Est-ce qu'en faisant ça, on peut se dire qu'on a fait notre travail? Ben moi, je suis pas sûr. Et gérer les émotions, c'est ça aussi. La troisième leçon qu'on a tirée de l'expérience de Laurent, c'est aussi de se dire que finalement, ben voilà, on se dit peut-être que chez Darty, on est bon, on a un super service, mais peut-être pas assez bon, et peut-être jamais assez bon. Alors, comprenez-moi bien, je suis intimement convaincu qu'on a le meilleur SAV en France. Ok ? Ça, c'est posé. Les baromètres clients nous le disent, les comparatifs avec nos concurrents le disent également. Là-dessus, pas de souci. On fait des innovations qui marchent du feu de Dieu. On fait des bornes en magasin où on peut venir avec son produit en panne, le réparer directement. On a des robots qui vous accueillent dans nos magasins. Voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis on a le bouton Darty, hein, qui est le premier objet connecté dédié au service. J'appuie, on me rappelle. On a un service d'assistance universelle où on répond à toutes les questions de nos clients, y compris pour des produits qui ont été achetés ailleurs que chez nous. On développe un service de visiophonie où le conseiller client peut voir le produit en panne et du coup plus facilement le réparer pour le bénéfice du client. Tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est un peu enthousiasmant pour nous qui travaillons là-dedans. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la transformation digitale, sur laquelle on travaille tous, qui est la révolution, je dirais, des parcours clients, hein, de l'omnicanal, des tablettes, des applications, cette révolution du digital, c'est pas la révolution, justement, des tablettes, des bornes, des robots, des applications, ou même des objets connectés. La révolution du digital, et je pense qu'on le sait quand même tous, c'est la révolution de l'expérience du client. La révolution de l'expérience du client. La simplicité d'avoir un taxi juste comme ça, et puis de ne pas sortir sa carte bleue. La personnalisation d'offres qui me sont proposées qu'à moi. La rapidité aussi de la réparation d'une voiture connectée, hein, avec laquelle je ne savais même pas qu'elle était en panne. C'est ça, la transformation digitale. C'est la transformation, la révolution de l'expérience du client. Et là, nous, il nous semble chez Darty que parfois, on prend des leçons. Voilà. On prend des leçons, les GAFA, les startups qui n'en sont plus vraiment, d'ailleurs. Ben, finalement, pourquoi est-ce qu'on sont rentrés à ce point-là, comme dans du beurre, dans nos métiers? Pourquoi l'ubérisation? Parce qu'on a laissé faire ça. On a laissé l'expérience client, l'expérience du client, de côté. Et ça, voilà. On pense ça chez Darty, et peut-être qu'on n'est pas les seuls à le penser. Si vous voulez, c'est comme si on était tous passés en Ligue mondiale. Enfin, disons, peut-être pas la Coupe d'Europe de football, mais la Coupe du Monde, si vous voulez. On concourt à un tout autre niveau. Et ça, il nous semble qu'il faut en être bien persuadé. À un niveau où le niveau de jeu a bien augmenté. Et ça, c'est un challenge. Pour nous, pour vous, pour tout le monde. Peut-être que se mettre à plusieurs pour le relever, ce challenge, c'est pas forcément idiot d'ailleurs. C'est l'actualité récente. Mais voilà. Le niveau de jeu a augmenté, l'expérience du client, eh ben, on la travaille à des niveaux qui n'est pas ceux du passé. Alors voilà. Donc Laurent, bah, finalement, il nous a aidés pour tout ça. Laurent qu'on a failli détester parce qu'il nous a beaucoup engueulé.
Laurent, il nous a fait comprendre ça, il nous a fait comprendre aussi que ce qui était important pour nous, c'est de se lever tous les matins avec l'objectif d'éradiquer tous les Laurents en colère de France, mais tant qu'il en reste, d'utiliser leur colère pour améliorer l'expérience future de nos clients. Depuis Laurent, on a décidé de passer 15 minutes en comité exécutif tous les 15 jours. On a fait un ce matin d'ailleurs. Et à chaque comité exécutif, à chaque COMEX, on passe un appel, on passe un cas client, on se demande pourquoi on n'a pas forcément été créateur d'émotion, ou en tout cas pas de la bonne émotion. Laurent, ça a été le 3e à passer, et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on y a passé plus qu'un quart d'heure. Merci beaucoup.